Bonsoir, bienvenue sur la Bonne Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vais commencer tout de suite la lecture. Je reprends Vigdis la farouche. Et où en étions-nous ? Au chapitre 22. Voilà, je vous remercie beaucoup encore une fois et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci. Chapitre 22. Le jour vint, et Vigdis s'aperçut qu'elle était au pied d'une falaise abrupte. Au-dessus d'elle, la paroi du rocher montait droit vers le ciel et, au-dessous, une rivière impétueuse courait dans une vallée étroite. L'enfant dormait. Il ne semblait pas qu'il eût pris mal pendant la nuit, et Vigdis pensa qu'elle essaierait de se mettre debout et d'aller à la recherche de quelque habitation. Mais où était-elle ? Elle se sentait si lourde et si lasse qu'elle resta assise. Quelques instants plus tard, elle fit un nouvel effort pour se relever. Mais au moment même où elle tentait de faire un mouvement, un bruit résonna tout près d'elle. Une flèche passa entre les arbres et s'enfonça dans le tronc d'un sapin un peu au-dessus de la jeune femme. La flèche vibrait encore quand un homme asquis surgit du bois et s'avança vers Vigdis. Il s'arrêta à sa vue et son étonnement était si grand qu'il resta muet. Enfin ses lèvres purent proférer quelques mots. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Vigdis était incapable de répondre. Il vint vers elle et, s'apercevant qu'elle avait un enfant, il parut encore plus stupéfait. C'était un homme de haute taille. Ses cheveux et sa barbe blonde étaient bouclés et fort longs. Ses vêtements consistaient uniquement en peau de bête. À sa ceinture pendait une hache. Il portait un sac sur l'épaule et un épieu à la main. Il s'adressa à Vigdis et lui demanda comment elle était arrivée en ce lieu. Vigdis, incapable de dire un mot, dut se contenter de le regarder. Ce fut l'enfant qui parla. « Ils ont brûlé la maison de mon grand-père. »« Vraiment, fit l'homme ? Et où se trouvait cette maison ?»« Je viens de Vadin, fit enfin Vigdis. L'incendie a eu lieu cette nuit. » L'autre s'écria. « Tu es arrivé jusqu'ici cette nuit ? Jamais je n'ai entendu dire qu'une femme pût faire un pareil trajet. » Un peu après, elle reprit. « Ma maison n'a rien d'extraordinaire, mais il y fait meilleur qu'au dehors. » Il aida Vigdis à se redresser, la soutint et voulut porter le petit. Mais celui-ci se cramponna à sa mère et refusa de se laisser prendre par l'étranger. Vigdis dit alors qu'elle pourrait bien encore s'en charger elle-même. L'homme l'entoura de son bras et descendit avec elle vers la rivière. Il s'aperçut bientôt qu'elle tenait à peine debout. Il la débarrassa de ses skis, porta à la fois Vigdis, son fils et les skis. Vigdis ne reprit conscience que lorsqu'ils se trouvèrent dans une sorte de défilé étroit de la montagne où s'élevait une petite maison. L'homme déposa son fardeau et dit « Ta main est bien mal en point ». En même temps, il soulevait la main gauche de Vigdis qui s'aperçut qu'elle était d'un blanc verdâtre comme de la glace. Son hôte lui ôta également ses bas et ses chaussures et la frictionna longtemps avec de la neige. Mais l'une de ses mains gardait un aspect inquiétant. De guerre lasse, l'homme fit entrer Vigdis dans la cabane et lui indiqua un lit. Il la fit boire dans une corne et elle s'endormit presque aussitôt, bien que sa main la fit cruellement souffrir. Dans la nuit, Vigdis se réveilla. Elle vit que l'on avait allumé du feu. 3 hommes étaient assis près du foyer. Ils étaient vêtus de loques, mais bien armés. L'un d'eux était celui qu'elle avait rencontré dans la forêt. La douleur de Vigdis s'étendait à présent dans toute sa main. Elle put à peine goûter à la nourriture que les hommes lui offrirent. Et ses souffrances ne cessèrent d'augmenter au cours de la nuit. Bientôt le bras lui fit mal et même la poitrine. Au matin, l'homme qu'elle avait vu le premier et qui s'appelait Illuge s'informa de son état. Vigdis répondit que jamais encore elle n'avait autant souffert. « Crois-tu que ma main peut guérir ?» demanda-t-elle. Il examina la main malade et trouva qu'elle avait fort mauvais aspect. « En ce cas, il faut m'aider à couper ses 3 doigts, » dit Vigdis. Illuge la considéra pendant un moment, puis finit par dire qu'en effet Vigdis pouvait avoir raison. Et on fit ce qu'elle avait décidé. L'un des hommes la prit sur ses genoux et la tint ferme de manière qu'elle ne put bouger, et Illuge coupa à la hache les 3 doigts du milieu de la main gauche. Vigdis ne poussa pas un gémissement. Elle dit simplement, quand tout fut terminé, « Tu es doué d'une grande force, Illuge, et tu as la main légère. » Illuge pansa les plaies et soutint Vigdis jusqu'à son lit.
Elle se sentit mal pendant un moment, puis elle alla mieux et put raconter à ses 3 compagnons tous les détails de son aventure. Chapitre 23. Les 3 hommes qui habitaient la cabane étaient des coureurs des bois. Vigdis se souvenait bien avoir entendu parler de ces hors-la-loi qui rendaient la traversée des forêts peu sûres dans les contrées du nord. 2 de ces hommes étaient frères. Ils portaient les noms de Il Hermod et de Einar Adelanding. Illuge, le 3e, venait de régions plus septentrionales. C'était un fort bel homme, bien bâti, de haute taille, il avait les mains et les pieds petits et de beaux traits. Nez busqué, yeux bleus, longs cheveux blonds et barbe bouclée. Un matin que Vigdis se sentait beaucoup mieux, Illuge vint la trouver pendant qu'elle était seule avec l'enfant. Ils bavardèrent un moment, puis Illuge dit « Nous avons déjà parlé, mes compagnons et moi, de ce que je veux te dire. Il n'est pas facile d'avoir une femme chez soi, par ici, dans la forêt. Ta situation n'est guère meilleure que la nôtre puisque tu ne peux retourner dans ton pays. Alors il faudrait que toi et moi partagions le même lit et au printemps j'établirai notre foyer, je construirai une maison un peu plus au nord près du lac. Hermod et Einar désirent aussi amener chacun une femme chez eux. » Vigdis restait assise, son enfant sur les genoux. Elle répondit « J'ai confiance en toi, Illuge, et je ne pense pas que tu veuilles me forcer. » Illuge répondit au bout d'un instant « Non, je ne te forcerai pas. Mais je ne sais ce que tu peux espérer car pour finir, il te faudra bien prendre l'un de nous et il me semble que c'est moi qui ai le plus de droit sur toi. Le lac que nous appelons le lac aux ours et ses environs sont excellents pour la pêche et la chasse. Les conditions de vie que je t'offre sont meilleures que celles où tu te trouvais quand je vous ai rencontrés. » Vigdis répondit seulement, après un long silence, « Bien que je ne sois qu'une femme jeune et seule, je n'ai pas l'intention de permettre à Cole Arneson qui a brûlé vif mon père dans sa maison, de nous chasser, mon fils et moi, de notre domaine. Je sais bien où mon père a caché son or avant de mourir et je compte le retrouver. Si vous voulez me venir en aide, toi et tes compagnons, je partagerai mes biens avec vous comme il est d'usage entre amis, et nous n'aurons qu'un seul et même destin. » « Tu es une femme au cœur vaillant, répondit Illuge, mais la ville d'Aslo est trop proche. La ville d'Aslo est trop proche et nos méfaits y sont trop connus. Le roi Olaf n'est-il pas à Adeland cet hiver ?» Vigdis reprit. « À Adeland cet hiver ?» Vigdis reprit. « Ce serait un bienfait pour nous tous. J'ai de sérieuses plaintes à exposer au roi, et j'ai ouï dire qu'il prêche la nouvelle foi et se montre fort bon pour ceux qui se sont fait baptiser. Chez nous, cependant, nombreux sont ceux qui tiennent fortement aux dieux et aux sacrifices dans le bois sacré de Thor. J'estime donc que je dois aller trouver le roi Olaf, et si aucun de vous n'ose me suivre, il suffira que vous me montriez le chemin à travers la forêt. Après cela, je pense que les chances seront meilleures et je vous promets que les miennes seront les vôtres. » Vigdis parla de ses projets aux 2 autres coureurs des bois. Einar Adelanding, qui était le plus jeune des 3, avait grande envie d'essayer de reconquérir le domaine de ses pères, et Hermod dit qu'il en avait assez de sa vie de proscrit. Il voulait s'embarquer et partir loin de ce pays. Illuge, moins disposé que les autres à quitter la forêt, parlait souvent à Vigdis, quand ils étaient seuls, de son désir de la prendre pour femme. Elle lui répondait alors qu'il reprendrait cette conversation quand Vadine lui appartiendrait de nouveau. Illuge se décida enfin à accompagner Vigdis auprès du roi à Adeland. Chapitre 24. Vigdis et Illuge arrivèrent au palais le jour où le roi et sa garde célébraient le dimanche des rameaux. On les installa dans une maison voisine. Après l'heure de nonne, ils se rendirent chez le roi et Vigdis demanda une audience. Elle s'était vêtue de son mieux et elle s'avança, gardant un maintien distingué, digne de la cour, puis elle exposa ses plaintes. Tandis qu'elle parlait, le roi la regardait et, quand elle se tut, il dit « On t'a fait grand tort, Vigdis, si les choses se sont passées comme tu le dis. On m'a déjà raconté que ces fils d'Arn étaient des hommes aux actions mauvaises. Mais qui est donc ton compagnon ?» Illuge s'approcha et dit « On m'appelle Illuge le Blond, Seigneur, et en ces dernières années, j'ai vécu dans la forêt du côté du sud. » Le roi fronça les sourcils. « Ton nom a déjà été cité devant moi. Il aurait mieux valu pour ta cause, Vigdis, que tu aies choisi d'autres compagnons qu'un hors-la-loi et des coureurs des bois. Sire, ces hommes me sont venus en aide et nous ont sauvé la vie à mon fils et à moi quand on m'a chassé de mon pays. Et quand je l'en ai prié, Illuge m'a indiqué le chemin qui mène jusqu'ici, bien qu'il fût un proscrit et risqua sa vie en cédant à ma prière. Par conséquent, il ne convient pas, Seigneur, que j'accepte de vous le moindre secours si je n'ai pas votre promesse qu'Illuge trouvera grâce devant vous ou sera libre de retourner dans ses forêts si vous ne voulez pas lui accorder droits et libertés. »
Le roi dit alors qu'Iluge jouirait du droit d'asile tout le temps que dureraient les fêtes de Pâques et qu'il permettrait encore à Vigdis de l'entretenir de toute cette histoire. Il ajouta que les nouveaux arrivants seraient ses hôtes jusqu'à ce qu'une décision ait été prise. Les jours suivants, il échangea souvent quelques propos avec Vigdis et elle dut lui raconter tous les détails de la mort d'Eyjolf, fils d'Arn, ainsi que les péripéties de ses aventures à elle. Le lundi de Pâques, le roi la fit appeler. Il était seul dans la salle et il invita Vigdis à s'asseoir à côté de lui sur le banc. Le soir tombait. Le roi posa alors quelques questions au sujet d'Illuge. Était-il le père de l'enfant ? Vigdis répondit que non, et dit qu'il n'y avait aucun lien de ce genre entre elle et Illuge. Le roi Olaf demanda alors à qui appartenait l'enfant, où était cet homme et pourquoi Vigdis n'était pas mariée. « Je sais peu de choses de lui, sire, dit Vigdis. Il n'était pas de ce pays. J'étais jeune et peu avisée, c'est pourquoi je me suis laissée séduire. Mais c'est à regret que je parle de lui, et je vous prie, Seigneur, de ne plus m'interroger à son sujet. » Le roi entoura Vigdis de son bras et lui dit « Tu ne resteras pas veuve longtemps, Vigdis, toi qui es si belle et si intelligente. » Vigdis voulut se lever, mais le roi Olaf la retint et l'assit sur ses genoux. Elle dit alors « Ma vie n'a pas été telle que j'ai envie d'aimer plusieurs hommes. Je vous prierai, sire, de me permettre de m'en aller, car il se fait tard. » Le roi Olaf se mit à rire et l'embrassa en disant « Et moi j'ai envie de te garder près de moi. Ne te semble-t-il pas, Vigdis, que nous nous convenons fort bien, nous deux? Ce ne serait pas une honte pour toi de devenir ma maîtresse. Je saurais bien récompenser ton amour. » « Ce que vous faites n'est pas digne de vous, monseigneur, répondit Vigdis. Vous qui pouvez aimer toutes les filles qui vous plaisent n'êtes pas fait pour boire à la coupe où un autre a déjà bu. » Le roi se mit à rire encore plus fort. Il embrassa Vigdis tout en parlant. « Tes lèvres, cependant, ne m'en paraissent pas moins délicieuses, Vigdis. » Et, la soulevant dans ses bras, il la coucha sur le banc et voulut prendre son plaisir avec elle. Vigdis alors posa sa main sur la poitrine du roi et s'écria « Le Dieu auquel tu crois a enduré pour toi de plus grandes souffrances que celles que tu ressentiras en me laissant partir. » Et le roi Olaf la lâcha. L'instant d'après, il se releva et dit à Vigdis qu'elle était libre de s'en aller si elle le désirait. Vigdis posa ses pieds par terre. À présent, il lui semblait qu'elle n'éprouvait plus la même répugnance à rester auprès du roi Olaf, mais lui restait assis sur le banc sans parler. Au bout d'un moment, elle se leva et sortit de la salle pour se rendre dans la maison des femmes. Puis vinrent les 3 grands jours de fête. Pendant les 2 premiers, le roi ne parla pas à Vigdis, mais le 3e jour, il la fit appeler. Elle le trouva entourée d'un grand nombre de ses gens. Il lui dit qu'il la ferait accompagner jusqu'à Grevesín par une suite nombreuse et qu'il lui viendrait en aide pour qu'elle pût retrouver pleinement ses droits. Il promit aussi d'aider Illuge et ses compagnons à s'acquitter des droits de rançon. Mais ensuite, il prit Vigdis un peu à l'écart, et cette fois, la regardant bien en face, il lui dit « Dis-moi la vérité, Vigdis. As-tu envie d'épouser Illuge le Blond quand tu auras repris possession de ton domaine ?» Vigdis leva les yeux et répondit « Seigneur, tu ne m'estimes guère si tu penses que je préfère m'amuser avec le loup plutôt qu'avec le lion. Mais à présent, tu fais preuve envers moi d'une trop grande bonté pour que je ne reconnaisse pas que tu n'as pas ton pareil parmi tous les seigneurs et je dois te faire une prière. Permets qu'un prêtre m'accompagne à Vadin et fais-moi instruire et baptiser dans ta foi. Mon père mettait toute sa confiance dans ses propres forces, et j'ai été comme lui, mais je vois bien à présent que ce que tu crois, toi, est meilleur. » Le roi parut s'adoucir, les paroles de Vigdis lui plurent. Illuge lui aussi se fit baptiser, il resta chez le roi et Einar Adelending fit de même quand leur situation fut réglée, mais Hermod acheta un bateau et quitta le pays. Le roi envoya quelques-uns de ses hommes vers le sud avec Vigdis. Parmi eux, il y avait un prêtre. Ils allèrent à Grevesín où Karel les accueillit. Il apprit à Vigdis que, le jour de l'incendie, tous les habitants de Grevesín s'étaient rendus à un banquet. En apercevant la lueur du feu, Karel réunit ses gens et se mit à la poursuite de Kol, fils d'Arn. Il le rencontra et le tua. Depuis lors, tous avaient cherché Vigdis, mais sans jamais retrouver sa trace et ont cru qu'elle avait péri. L'affaire fut portée devant l'Assemblée et on n'accorda aucun dédommagement pour la mort des fils d'Arn. Mais ceux à qui appartenait le droit de les venger durent payer une rançon pour le meurtre d'Aesa et payer aussi pour les dommages causés au domaine et au bétail de Vadin. Et ce fut une lourde amende. Vigdis fit reconstruire les maisons pendant l'été. Elle fut très vite consciente de ses capacités et de son courage. Elle fit baptiser son fils et lui donna le nom d'Ulvar parce qu'elle l'avait porté cette nuit-là dans la forêt des loups. Plus tard, elle fit élever une chapelle en beau bois à Frigga, près de la rivière au sud.
La population se rallia à la nouvelle foi dans toute la contrée d'Aslo et Vigdis resta fidèle à son baptême bien qu'elle ne fût pas très fervente. Elle avait trop à faire avec ses domaines. Quelques années de calme passèrent sur Vadin. Mais à présent, reprenons le récit des aventures de Ljót. Chapitre 25. Il a déjà été parlé de Thorbjörn Alec de Air, qui avait élevé Ljót Gisurson. C'était un seigneur riche et considéré. Thorbjörn eut plusieurs fils de sa femme, mais cette histoire ne les concerne pas. L'aîné portait le nom de Liting et il mourut jeune. La femme de Liting s'appelait Gudrun, mais on lui avait donné le nom de Soleil d'Odsfjord. Elle passait pour une des plus belles femmes de l'Islande. Elle était fort riche, fort intelligente et fort capable, bonne et fidèle envers ses amis, affable pour ses gens, mais elle avait un caractère emporté et têtu et une bonne dose d'orgueil. Liting et Gudrun n'avaient eu qu'un seul enfant, une fille appelée Leikni. On disait qu'elle ressemblait à sa mère, mais uniquement par ses qualités. Tout le monde aimait Leikni Litings datter. Liting lui avait promis qu'elle ne serait jamais donnée en mariage contre sa volonté. Nombreux étaient déjà les hommes qui avaient demandé Leikni pour épouse, mais elle avait répondu non à tous. Ce même automne qu'il avait vu parler à Vigdis au chalet, Ljót revint en Islande. La première chose qu'il apprit, ce fut les accordailles de Vetarlid et de Gudrun. Le mariage devait avoir lieu 6 semaines après le solstice d'hiver. Ljót revint tout droit à son domaine de Skomedal et il y resta l'hiver entier sans voir personne. Il ne vint pas au mariage de son oncle et bien des gens s'en étonnèrent. En été, quand tout le monde se rendit à l'assemblée, Ljót ne quitta pas Skomedal, mais Vetarlid et Gudrun y étaient allés et, à leur retour, ils passèrent par Skomedal. Ils ne marquèrent aucune colère vis-à-vis de Ljót à cause de son absence à leur mariage, mais insistèrent si fort pour le ramener avec eux à Oltar qu'à la fin il s'y décida, après avoir longtemps résisté. Vetarlid donna une grande fête. Il y vint beaucoup de gens. Le festin fut splendide et tout se passa comme il convient. Cependant, bien des autres marquèrent le visage triste et morne de Ljót. Il ne parlait guère et ne voulut pas jouer avec les autres jeunes hommes. L'un des premiers jours de la fête, Vetarlid porta un magnifique manteau brodé. C'était celui que lui avait donné Vigdis. Les regards de Ljót se fixèrent souvent sur ce manteau. Dans la journée, Vetarlid le déposa sur le banc. Ljót s'assit et, prenant le manteau, il s'en couvrit les genoux. Quand un peu plus tard Vetarlid s'approcha de lui, Ljót dit « Faisons un échange, bel oncle. Donne-moi ce manteau et dis-moi ce que tu exiges à la place. »« Je ne vends pas un cadeau que l'on m'a fait, répondit Vetarlid. »« Alors donne-le-moi, s'écria Ljót. Je ne t'ai jamais rien demandé encore. » D'abord, Vetarlid ne répondit rien. Puis Gudrun vint se joindre aux deux hommes. Elle avait entendu quelques mots de leur entretien et elle dit « Ce ne serait guère digne de toi, Vetarlid, de refuser une faveur à ton neveu quand il te prie de la lui accorder. Il faut honorer ses hôtes. Comprends donc, Ljót, à quel point nous désirons ton bien. Laisse là toute mélancolie et amuse-toi avec les autres jeunes hommes. Montre-nous les prouesses dont tu es capable. » Elle le pria de se lever et lui mit le manteau sur les épaules. « Il te va à merveille, dit-elle, comme s'il avait été fait pour toi. » Puis Gudrun s'en alla. Ljót resta debout revêtu du manteau et Vetarlid lui dit « Tu n'aurais pas obtenu ce manteau sans l'intervention de Gudrun. Il aurait mieux valu pour toi que tu l'eusses mérité d'autre façon, mais à présent mieux vaudrait chasser de ton esprit celle qui l'a brodée. » Ljót répondit « J'aimais cette jeune fille, mais cette fois c'est le manteau lui-même qui m'a plu, car il me va bien. Je te remercie pour ce cadeau que tu me fais à contre-cœur, bel oncle. Je prends ce qui me tombe sous la main. » Ljót souria un peu en disant ces mots, puis, s'emparant du manteau, il sortit et alla le cacher. Après quoi il se rendit dans la cour où jouaient les autres hommes. Il y avait là 2 frères, Odd et Sigurd Berneson, remarquablement adroits à tous les exercices du corps. Odd était l'homme le plus fort de ce côté de l'île. Ljót aussi était fort habile au maniement des armes et se fit valoir dans les compétitions, bien qu'il eût un peu perdu l'habitude des jeux de cet ordre. Mais il s'échauffa en jouant, et à la fin, les spectateurs estimèrent que Ljót était le plus adroit au jeu au point de vue rapidité et souplesse, mais Odd était meilleur dans les épreuves de force. Cela m'amuserait cependant, dit Ljót, de voir si Odd est homme à me faire mordre la poussière. Ils s'affrontèrent donc, et Ljót ne tarda pas à s'apercevoir que sa force ne se comparait pas à celle de l'autre. Mais il mit en œuvre toute son énergie, et Odd se fia trop à sa force et ne resta pas assez sur ses gardes. Pour finir, ce fut Ljót qui le jeta sur le sol, et les jeux se terminèrent pour ce jour-là.
Geodd passa la nuit dans une dépendance du domaine. Le matin, il n'eut pas envie de quitter son lit. Et il entendit des femmes qui parlaient dans une pièce voisine. L'une d'elles dit « Que penses-tu d'avoir vu Odd Bernison mordre la poussière ? Il ne peut plus se vanter de n'avoir jamais trouvé son maître. » Une autre femme se mit à rire et répondit « Peu m'en choque d'être trouvé son maître ou non, mais je suis contente du succès de ce beau garçon. » « C'est Lyot que tu appelles un beau garçon ?» reprit la première voix de femme. Son visage est pâle comme celui d'un revenant. « C'est cependant de lui que je veux parler. Je n'en connais point d'autre qui ait triomphé de Odd. » Geodd se leva, s'habilla et entra dans la pièce à côté de la sienne. Il y trouva plusieurs femmes et parmi elles, il y en avait une qu'il n'avait pas vue les jours précédents. Elle portait une robe brodée vert clair. C'était une fort belle femme, de taille plutôt petite mais potelée et bien bâtie, les mains et les pieds petits. Un joli visage, un teint clair, des yeux bleus au gai regard. Ce qu'il y avait de plus beau chez elle, c'était sa chevelure, très longue, brillante et blonde comme le lin, dans laquelle elle pouvait s'envelopper complètement. Elle était précisément en train de se coiffer quand il entra. Geodd se mit à bavarder avec les jeunes filles, mais ses regards ne cessaient de rechercher la belle aux cheveux de lin. Quand elle eut fini de se coiffer, il alla vers elle et la pria de lui prêter son peigne. Elle y consentit et il dit alors « Est-ce toi qui m'as appelé beau garçon ?» Un peu rougissante, elle se mit à rire et fit « Pouvais-je savoir que tu étais aux écoutes ? Mais tu sais bien qu'on est favorable à celui qu'on connaît depuis l'enfance et qu'on dit volontiers du bien de lui. » Ces paroles surprirent Geodd. Il reprit un peu après. « Dis-moi ton nom, car je ne te connais pas, que je sache. »« Oh, peu importe, » s'écria la jeune fille, et Geodd s'aperçut qu'elle était fâchée. Il répondit « Tu n'étais pas la moitié aussi jolie au temps où nous étions ensemble, car je devine à présent que tu es Leikni Litinsdatter. Et vous ne regardiez guère de mon côté, toi et les autres garçons, au temps où nous étions à Ayr chez mon grand-père. » fit Leikni, tandis que les autres jeunes filles riaient. Il apprit qu'elle avait passé quelque temps auprès de Thorbjorn et était revenue la veille. Geodd lui demanda des nouvelles d'Ayr et s'entretint longuement avec Leikni qui était intelligente et parlait bien. Dans la soirée, il s'assit auprès d'elle et but avec elle. Il lui dit, entre autres, « Il est curieux que tu ne sois pas mariée, Leikni, mais je pense que tu n'estimes aucun homme digne de toi. » « Non, ce n'est pas cela, » répondit Leikni, « mais cela ne nuit à personne de réfléchir un peu avant de conclure un pareil marché. Je ne veux à aucun prix agir de manière qu'un jour j'ai envie de recommencer, une autre expérience. » Geodd se mit à rire. « Tu dois être difficile à contenter, je ne me risquerai pas à me mettre sur les rangs. » Leikni ne releva pas ses paroles et ils causèrent d'autres choses. Le lendemain, Geodd s'en retourna chez lui. Et c'est la fin du chapitre 25. Et comme j'ai un peu froid et que je voulais lire d'autres choses, je m'arrête là pour cette lecture. Je comprends le titre, Vigdis la farouche. J'ai ouvert au hasard ce livre. Vous allez dire au milieu ? Non, pas au milieu, au hasard. Et c'est écrit sur le sable. Isabelle Eberhardt. Je ne sais pas comment le dire. Allez, c'est parti. Musique de parole. La fièvre me reprend. Pour fixer mes idées qui vacillent, j'aurais voulu noter quelques maximes que laissa tomber devant moi Sidi Ibrahim, le marabout de Kenatsa. Mais déjà le calame tremble dans mes doigts. Les lettres de mon écriture s'amplifient, serpentent, rampent au mur. Ce sont des inscriptions vivantes, menaçantes et qui, soudain calmées, chantent d'une voix séculaire et suave. Malédiction au monde et à ses jours, car la vie est créée pour la douleur, mais ô surprise, la vie est ennemie aux hommes et ils l'adorent. Non, ce n'est pas une pensée de cloître, une pensée froide, c'est une délicieuse musique. Elle me pénètre et me soulève d'une émotion profonde, comme si quelque esprit parlait à mon esprit pour me dire « oublie ». Et voici que mon âme est comme une grande coupe qui déborde, d'avoir contenu ces mots. Le monde coule vers la tombe comme la nuit coule vers l'aurore. Mais je sais encore d'autres musiques, amis lointains. Des berceuses si douces et si charmeuses que si tu les chantais à la petite bien-aimée, elle t'éclaterait de rire au nez car la petite bien-aimée n'a jamais eu la fièvre.
Elle ne sait que se regarder dans un miroir de poche, cligner gentiment des yeux et pincer les lèvres. Cependant, elle a, je sais, des cheveux profonds et les plus jolis sourires du monde, des sourires d'intelligence. Elle comprend du bout des dents. Quand ses yeux se renversent d'extase et qu'un cerne bleu creuse ses paupières, ne va pas croire du moins qu'elle t'aime. C'est un petit frisson d'égoïsme à fleur de peau. Et pourquoi t'aimerait-elle, toi dont l'amour, comme le mien, n'est qu'une souffrance passionnée alors que le sien est une joie légère ? Aussi bien chante-lui pour voir son sourire des berceuses composées pour d'autres idoles qui lui ressemblaient. Elles sont montées ce soir jusqu'à mon cœur, ces mélopées d'amour, ces musiques de paroles portées dans le silence de la zaouïa. Malgré tous mes efforts d'attention, je ne voyais pas remuer les lèvres de celui qui les chantait. C'était un voyageur. Il m'avait dit « Écoute cette chanson d'Égypte ». Et ce furent ensuite ses yeux qui me parlèrent. Oui, rien que ses yeux mortels. Mon regard ne s'est point abaissé devant la menace du glaive indien. Devant l'éclat des yeux noirs de ma bien-aimée, mon regard s'est troublé et porté vers la terre. Comme l'œil de l'aigle, mon œil n'a point été ébloui par le soleil. Le regard de ma bien-aimée a troublé ma raison et ma vue. Pourtant, tant qu'elle fut en ma présence, même inaccessible, je fus heureux. Le mortel ne peut atteindre aux étoiles et cependant la contemplation de leur éclat lui est douce. Et maintenant qu'elle n'est plus là, ma raison fuit et mes larmes coulent de mon cœur à mes yeux et de mes yeux sur le sable. Je voudrais m'endormir à ses voix en écoutant celui qui veille à mon chevet et ceux qui chantaient à cheval près de moi quand nous traversions au matin la Hamada lumineuse. Fais-moi connaître ce qu'est devenue ma bien-aimée. Vit-elle ou est-elle morte ? Si elle se souvient de moi et si elle pleure, j'en mourrai, et qu'alors ses larmes servent à laver mon corps. Si elle m'a oublié, si elle rit, si elle joue, si elle défait ses cheveux, j'en mourrai, et qu'alors ses cheveux servent de linceul pour m'ensevelir. Je vais lire la suivante aussi. L'entrée suivante. Puissance d'Afrique. La fièvre m'a quitté par répit, mais je suis encore lasse et sans appétit d'action. Voilà très longtemps que je n'ai pas reçu de lettres et je n'en attends plus. Je travaille à noter mes impressions du Sud, mes égarements et mes inventaires, sans savoir si des pages écrites pour écrire intéresseront jamais personne. J'ai voulu posséder ce pays et ce pays m'a possédé. À certaines heures, je me demande si la terre du Sud ne ramènera pas à elle tous les conquérants qui viendront avec des rêves nouveaux de puissance et de liberté, comme elle a déformé tous les anciens. N'est-ce pas la terre qui fait les hommes ? Que sera l'empire européen d'Afrique dans quelques siècles, quand le soleil aura accompli dans le sang des races nouvelles son œuvre lente d'assimilation africaine et d'adaptation au rythme profond du climat et du sol ? À quel moment nos races du Nord pourront-elles se dire indigènes comme les Kabyles roux et les Souriennes aux yeux pâles ? Ce sont là des questions qui me préoccupent souvent. J'y penserai plus tard. D'autres y répondront pour moi. Il est une seule chose que je sens profondément vraie, c'est qu'il est inutile de lutter contre des causes profondes et irréductibles et qu'une transposition durable de civilisation n'est pas possible. Les émanations africaines, je les respire dans les nuits chaudes comme un encens qui montera toujours vers de mystérieuses et cruelles divinités. Nul ne pourra renier complètement ces idoles. Elles apparaîtront encore monstrueuses dans les soirs de fièvre à tous ceux qui poseront leur nuque sur cette terre pour y dormir, les yeux dans les froides étoiles. Ça faisait plusieurs fois, j'ai entendu parler d'elle. Une première fois il y a quelque temps par, je crois, vous connaissez mon problème avec les noms, Suleka Jouad, je sais plus, dont le père avait fait une traduction des écrits, je pense. Quelque chose comme ça. Et puis, à nouveau, j'en ai entendu parler et j'ai trouvé une partie de ses écrits et j'étais bien heureuse et j'avais envie de partager comme ça, en ouvrant quelque chose d'elle.
Et oui, tes écrits intéressent quelqu'un. Au moins moi, j'espère que vous aussi, mais au moins moi. Je continue, j'ai emprunté un livre, je crois. En fait, je ne suis pas sûre que... Alors, ça s'appelle Le corps de... Oh là là, je vais faire des... C'est un nom roumain, je ne sais pas comment le prononcer. Mircea Cărtărescu, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que j'en avais entendu parler, mais peut-être pas. En fait, que il avait été évoqué dans un autre livre que j'avais lu, mais je ne suis pas sûre, donc je ne vais pas m'avancer. En tout cas, je l'ai ouvert au hasard et je vais vous lire un passage. Ce soir-là, pour la première fois, sa mère ne lui raconta pas d'histoire. Ça suffit les histoires, tu es un grand garçon. Ce serait la honte maintenant que tu es un pionnier. À propos, je t'ai repassé ta cravate, regarde. Mircea ne se leva pas. Il regarda, déployé au-dessus de lui comme la guirlande de bonshommes d'autrefois, le triangle qui, dans la pénombre, était pourpre comme de la cerise trop mûre. Sa mère l'embrassa et lui dit comme d'habitude « Bonne nuit et dors bien. Cette puce joue aux Indiens. » Après son départ, il tenta de se raconter tout seul l'histoire du pays de Tiquitan que sa mère lui racontait si souvent, mais rien ne lui revenait. Il s'endormit et rêva. Il passait derrière l'immeuble, au niveau de l'escalier 5. « Tiens, j'y suis jamais entré, » se dit-il. « À quoi peut-elle ressembler cette cage d'escalier ?» Il entra dans le hall et monta jusqu'à l'ascenseur. Tout était sombre, désert et vaste, très vaste. Il appela l'ascenseur et il monta. « Je vais monter au hasard. Tiens, au 4e étage. » Il appuya sur le bouton du 4, mais la cabine monta plus haut, tout en haut. Quand il ouvrit la porte en fer, au 8e, cela faisait une sorte de hall en ciment, avec des traits d'ombre sur les murs. La peur l'envahit. Il fit quelques pas sur l'énorme palier ne donnant sur aucune porte. Même celle de l'ascenseur venait de disparaître. Comment allait-il redescendre ? Soudain apparut Porumbel, avec son gros crâne brillant dans le noir. Il tenait à la main une hache au fil ensanglanté. Mircea se mit à courir de toutes ses forces en essayant de crier, mais il n'y parvenait pas et Porumbel était sur ses talons. Alors il vit l'escalier et s'y précipita en sautant les marches par 2 ou par 3. Les paliers qu'il traversait en filant ne donnaient sur aucune porte, eux non plus, et ils étaient en béton grossier comme dans les immeubles en cours de finition. Il entendait les pas de Porumbel se rapprocher. Quand il se sentit attrapé par sa cravate, à présent il se rendait compte qu'il était entièrement habillé en pionnier, il s'écroula sur les marches. Le nœud l'étouffait, la cravate lui cisaillait le cou. Porumbel était sur lui telle une immense statue au menton levé. Il frappa de toutes ses forces la tête de l'enfant qui se sentit envahi par une sorte de bonheur déchirant. Son crâne se brisa en milliers d'éclats et de l'intérieur jaillit, sauvagement, la lumière. Voilà qui donne envie, non ? Bon, c'était dans les pages 300. Donc, mais oui, formidable. Je vais vous lire aussi Ji-Yoon, des nouvelles de l'au-delà, la vie amoureuse dans la Chine ancienne. A voit la femme de B et la trouve belle. Il en parle à C et lui dit « Son mari n'étant qu'une brute obtuse, la chose peut s'envisager. Si vous ne regardez pas à la dépense, je me charge de vous arranger l'affaire. » C fait alors choix d'un jeune galant du district, la patte par l'or et lui donne ses instructions. « Va te cacher en plein jour chez B et fais en sorte qu'il s'en aperçoive. Lorsque tu te feras prendre, avoue spontanément que tu voulais cambrioler. Les cambriolages ne se font pas en plein jour et d'ailleurs tu n'as ni l'allure ni l'habit d'un voleur. On te soupçonnera donc immanquablement d'adultère, mais tu nieras. Ce n'est que lors du contre-interrogatoire par le magistrat que tu avoueras. Tu n'encourras guère que la cangue et la bastonnade, mais j'aurai mis au point un stratagème pour qu'on classe l'affaire et tu n'auras pas à pâtir. Le gandin fait ce qu'on lui a prescrit et en définitive l'affaire est en effet classée.
Cependant, B, lui, a répudié sa femme. Et C, qui craint que B ne s'en repente, conseille aux parents de la femme de porter plainte contre B. Mais en même temps suborne les témoins pour qu'ils soient déboutés. Furieux, ils vont marier leur fille à quelqu'un d'autre. B, de son côté, ayant rompu avec eux toute relation, la laisse libre de se remarier à A. A l'achète donc au prix fort comme concubine. C fait alors de nouveau appel au galant pour chercher Noise à A, révéler ses menées secrètes et faire en sorte que A étouffe l'affaire moyennant finance. Avec toutes ces péripéties, C a empoché un bon millier de taels d'or. Sur ces entrefaites, C apprend qu'il y a une kermesse au sanctuaire familial et prépare avec grand zèle des offrandes à la divinité pour lui demander bonne fortune. La veille au soir, le gardien du temple rêve que la divinité lui dit: d'où vient tel argent? On ne saurait mieux m'honorer selon le cérémonial. Mais demain, quand C viendra, veille à lui interdire tout accès au temple. Les esprits et les démons n'acceptent déjà pas les sacrifices qui manquent au rite. Encore moins ceux qui manquent à la justice. Quand C arrive, le gardien lui barre le passage. Qu'est-ce que c'est que ce type? Pardon. Quand C arrive, le gardien lui barre le passage, en lui répétant les propos de la divinité. C s'emporte et refuse d'y croire. Mais, juste en arrivant aux marches, les porteurs s'écroulent, les offrandes sont entièrement détruites, et C, en grande alarme, rebrousse enfin chemin. Plus d'1 an après, A meurt. Le gandin, grâce à sa complicité dans la machination, continue à fréquenter régulièrement chez C, jusqu'au jour où il séduit sa fille et prend la fuite. C meurt à son tour de rage et de chagrin. Sa femme, emportant ses biens, se remarie ailleurs. Sa fille arrive à Dezhou, où interrogée, elle avoue sa liaison illicite et est renvoyée avec un rapport à ses autorités d'origine qui, après bastonnade, la mettent en vente publique. À ce moment-là, la fourberie de C étant d'ores et déjà connue, B, fou de haine, vend ses biens pour pouvoir racheter la fille et s'en servir pendant 3 nuits avant de la revendre encore. On a dit qu'à la mort de C, B n'était pas encore remarié et qu'il aurait alors épousé la femme de C, mais ce n'était qu'une fable pour faire rire, non un fait réel. Que le galant est plus tard fini mendiant et que la fille est sombrée dans la prostitution, cela en revanche, c'est bel et bien produit. Eh bien, voilà, j'en ai assez que les femmes soient toujours considérées comme des choses. Dans les romans. Ou à peu de choses près. Peu de choses près, oui, toujours des choses. Comme des biens. Qu'est-ce que je lisais de terrible encore tout à l'heure? Je sais plus. J'ai oublié. Je me rappelle pas tout de suite. Néanmoins, vous savez, je réfléchissais à une chose. Je réfléchissais à la loi Badinter de 85 sur, je me rappelle plus exactement l'intitulé de cette loi, mais c'était sur en fait, il avait dans cette loi prévu un fonds pour les victimes d'accidents de la route. Alors c'est tout à fait différent, mais je réfléchissais, vous savez, à ces débats sur la loi intégrale, c'est comme ça qu'ils l'appellent, je crois.
je pensais que c'était pas une mauvaise chose que peut-être que les... Pardon, je m'exprime mal, je suis pas concentrée. Ce que je voulais dire, c'était que les personnes reconnues coupables pour des crimes sexuels ou pour des incestes versent une amende indexée à ce qu'ils gagnent, sans doute. Et selon la gravité de leur crime, qu'ils soient peut-être même que ce soit une amende qui puisse durer, s'ils tiennent tellement à la perpétuité, durant toute leur vie. Et qui nourrissent comme ça un fonds qui permettrait aux victimes, qui sont essentiellement des femmes et des enfants, d'avoir accès à des soins. Oui, disons que à partir du moment où on commettrait un viol ou sur des femmes ou des enfants, enfin peu importe en fait sur qui, mais on puisse être condamné en plus d'une peine qui elle ne doit pas être je suis bien d'accord avec la plupart des gens qui pensent qu'il ne faut pas que ce soit des peines de prison trop lourdes parce que sinon la culpabilité est toujours sur le dos des enfants et des victimes qui c'est ça qui est difficile dans ce genre de crimes, surtout pour les incestes ou sur les... C'est qu'il y a souvent une position d'autorité et même un lien émotionnel qui fait que bien qu'on leur fasse du mal, les victimes soient attachées et aiment leur bourreau en quelque sorte. Alors voilà, il faudrait que ce soit indexé de façon à ce que déjà ça pénalise pas la... Imaginons que la victime soit en plus s'il doit encore y avoir des héritages, qu'elle soit héritière, qu'elle n'en souffre pas trop non plus. Mais qui sont indexés sur la rémunération des personnes et sur la gravité du crime.
Parce qu'après tout, les victimes sont... Alors, j'aime à penser que les victimes, elles peuvent transformer ça et... Mais c'est quand même le viol. C'est quand même un crime particulier qui provoque une faille, une modification de l'identité, je pense. Mais il y a des personnes qui peuvent nous faire voir qu'il est possible de transformer cette blessure pour en faire quelque chose d'assez extraordinaire. Je pensais à Maya Angelou, par exemple. Voilà. J'ai froid. Je sais pas pourquoi je vous parlais de ça. Si, parce que j'arrête pas de lire des histoires comme ça et c'est terrible parce que c'est partout, tout le temps. Cette domination, c'est partout et tout le temps. Oui, il y avait ça aussi qui m'est... Une petite parenthèse, vous avez l'habitude avec moi maintenant, vous allez vous dire mais qu'elle s'achète des amis, celle-ci, qu'elle leur parle. Et non, j'ai des amis que j'ai pas besoin d'acheter, heureusement. Et mais j'ai vu une information passer comme quoi aux États-Unis, il y avait des femmes très très à droite, extrêmement à droite, qui, on va dire, pour en fait, pour calquer sur un modèle voilà, qui étaient prêtes à renoncer à leur droit de vote. Je sais plus sur quelle logique étrange j'ai fondé ça. Ah si, parce que en fait les électeurs les plus en fait c'était les femmes qui voulaient faire évoluer les libertés apparemment, je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, sur un post sur une comment on appelle ça, je ne sais plus. Et en fait c'était marqué le droit de vote n'est pas un cadeau. Et ça m'a rappelé une exposition sur les résistantes, et qui a eu lieu il y a peut-être 2-3 ans, je ne sais plus, à Paris, dans le musée derrière les Invalides. Je ne sais plus le nom exactement du musée, mais j'avais vu des grandes pancartes sur cette exposition et je m'étais dit tiens, pourquoi pas. Et j'y suis allée. Et donc en entrant, il y avait toute une allée avec des grands panneaux qui expliquaient un petit peu voilà, l'histoire des
Enfin non, même pas. En fait, le premier panneau disait, et ça m'a choquée, que qu'en cadeau. Et c'était le terme qui était employé, et ça m'a particulièrement choquée. Je suis restée devant avec l'envie de casser le panneau, je dois dire. Qu'en cadeau pour leur action durant la guerre et pour leur comment on appelle ça, on dit souvent le soutien à l'effort de guerre, je crois, des femmes et leur participation à la résistance. Elles avaient obtenu le droit de vote. Et moi qui pensais que c'était... Je m'étais pas interrogée là-dessus. Je pensais que, en fait, après la guerre, enfin, il s'était dit, on va un petit peu... il est temps de... je sais pas, d'évoluer un peu. Mais non, ils me disent que c'était un cadeau pour l'effort de guerre des femmes et leur participation à la résistance. C'est fou comme ça tient à rien en fait. Je veux dire, on a toujours l'impression que les droits et les libertés sont des acquis, et quand on en jouit comme ça et qu'on ne s'est pas battu pour les avoir. Mais c'est quand même très... Je suis pas comment on dit, naïve. Donc je sais à quel point c'est fragile en fait. Et à quel point ça tend toujours à être mis en question. Oui, les droits, les libertés ont besoin d'être bien défendus. Pourquoi je disais ça ? Je ne sais plus. Cette fois, j'ai oublié. Je pensais à Gisèle Halimi tout de suite. Bien, allez, Dickens, à lire au crépuscule, on va voir ce que ça donne cette fois. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire avant qu'il fasse nuit. J'espère parce que je n'ai pas de lampe avec moi. Le procès pour meurtre, à prendre avec une pincée de sel. J'ai toujours été frappée de constater à quel point le courage fait défaut, y compris aux gens les plus intelligents ou les plus cultivés, lorsqu'il s'agit de se confier sur des expériences psychiques liées au surnaturel. Presque tous craignent de s'exposer aux soupçons ou au rire si jamais ils se hasardaient à raconter une expérience de ce type, qui n'éveille ni parallèle ni écho dans la vie psychique de leur interlocuteur. Un voyageur honnête qui aurait vu quelques créatures fantastiques du genre des serpents de mer n'aurait aucune réticence à l'évoquer. Mais ce même voyageur eût-il ressenti un pressentiment, un instinct, un rêve, une divagation étrange, ou ce que l'on nomme vision, ou encore toute autre impression psychique paranormale, hésiterait longtemps avant de l'avouer. Et je suis convaincue que le mystère entourant ces questions provient en bonne partie de ces craintes.
Nous racontons ces expériences subjectives bien plus rarement que nos rencontres avec des phénomènes objectifs. Et par conséquent, l'ensemble des expériences dont nous avons connaissance dans ce domaine nous paraissent extraordinaires. Et à vrai dire, le sont, puisque nous manquons terriblement de témoignages. Je n'ai, cela dit, strictement aucune théorie à construire, contredire ou défendre avec les événements que je m'apprête à raconter. Je connais l'histoire du libraire de Berlin. J'ai étudié le cas, rapporté par Sir David Brewster, de la femme de l'astronome royal, aujourd'hui décédée. Et j'ai suivi dans ses moindres détails un cas encore plus remarquable d'illusion spectrale survenue dans mon propre cercle d'amis, un cas dans lequel il est sans doute bon de signaler que la victime de l'illusion, une femme, n'entretenait avec moi aucun lien de parenté, ni de près, ni de loin. L'hypothèse qui verrait là quelques-uns, mais quelques-uns seulement, des éléments éclairant ce qui m'est arrivé serait erronée et totalement dénuée de fondement. Mon cas ne peut découler de capacités particulières dues à l'hérédité. Je n'avais jamais eu d'expérience de ce genre auparavant, ni n'en ai eu depuis. Il y a un certain nombre d'années, la date a peu d'importance, un meurtre fut commis en Angleterre, qui fit grand bruit. Nous entendons tellement parler de meurtriers, et ceux-ci rivalisent tellement entre eux pour atteindre des sommets d'atrocité, que si je le pouvais, je préférerais enterrer le souvenir de cette brute-là, tout comme son corps est enterré à la prison de Newgate. Aussi m'abstiendrai-je soigneusement de donner tout indice concernant l'identité de ce criminel. Lorsque le meurtre fut découvert, aucun soupçon ne se porta sur l'homme qui comparut plus tard devant la justice. Ou plutôt, devrais-je dire, car je ne saurais être trop précis dans mon récit des faits, aucun indice ne révéla au public que cet homme était soupçonné. Et la presse n'ayant pas mentionné ce personnage, il est strictement impossible que les journaux aient pu le décrire. C'est là un point crucial qu'il faudra garder en tête. En ouvrant le journal, un matin à l'heure du petit déjeuner, j'y trouvais le récit de la découverte du meurtre et, captivé, je le lus avec grande attention à 2 reprises, si ce n'est 3. Le meurtre avait été perpétré dans une chambre et, à l'instant où je reposais mon journal sur la table, je crus voir cette chambre filer comme l'éclair ou comme une flèche ou un trait fulgurant, je ne sais comment dire, car je suis incapable de trouver les mots pour décrire exactement ce que je ressentis. À travers ma propre chambre, tel un mirage qui se dessinerait sur le flot impétueux d'un torrent. La vision ne dura qu'un quart de seconde, et pourtant l'image était parfaitement claire, si claire que je pus observer distinctement et avec un sentiment de soulagement qu'aucune trace du corps n'apparaissait sur le lit. L'endroit où je fus pris de cette sensation étrange n'avait rien d'exotique, puisqu'il s'agissait d'un meublé que j'avais loué à Piccadilly, non loin du croisement avec St. James Street, un quartier que je ne connaissais pas. J'étais alors dans mon fauteuil, et la sensation qui m'assaillit s'accompagna d'un tremblement inexplicable qui déplaça le fauteuil, mais il faut reconnaître que celui-ci se mouvait aisément car il était monté sur roulette. Je me rendis à l'une des 2 fenêtres de la pièce, qui était située au 2e étage, pour reposer mes yeux fatigués en contemplant en contrebas l'agitation sur Piccadilly Avenue. C'était une matinée d'automne ensoleillée, et la rue était pleine d'une effervescence joyeuse. Sous mes yeux, le vent arracha aux arbres du parc une pluie de feuilles mortes, dont une rafale se saisit pour les envoyer tournoyer en une haute colonne. Puis la colonne se défit, les feuilles se dispersèrent et je vis, de l'autre côté de la rue, 2 hommes qui couraient l'un derrière l'autre en direction de l'est. Le premier des 2 jetait de fréquents coups d'œil par-dessus son épaule en direction du second qui, une trentaine de pas derrière, brandissait le poing droit comme pour le menacer. Ce qui attira mon attention fut tout d'abord l'étrangeté de ce geste de menace ininterrompu en un lieu aussi public, puis le fait encore plus frappant que personne n'y prêta la moindre attention. Les 2 hommes se faufilèrent parmi les autres passants avec une agilité impensable de la part de piétons sur un trottoir sans que personne, du moins à ce que je pouvais voir, ne se pousse pour les laisser passer ni ne les touche ou les regarde. Au moment où ils passaient sous ma fenêtre, les 2 hommes levèrent les yeux vers moi. À ce moment-là, je vis leurs 2 visages très distinctement et je sus que je pourrais les reconnaître où qu'ils fussent. Sans même avoir fait l'effort de les dévisager précisément, je notais que celui qui courait devant avait une allure particulièrement sombre et que le second avait le teint brouillé et cireux. Étant célibataire, toute ma domesticité se réduit à mon valet et à sa femme. Je suis employé dans une agence bancaire et j'aimerais bien que mes responsabilités de chef de service y soient aussi légères que le public se l'imagine. Mais cet automne-là, ces responsabilités me retenaient en ville alors que j'avais besoin de changer d'air. Sans vraiment être malade, je ne me sentais pas bien.
Je laisse à mon lecteur le soin d'interpréter comme il pourra mon sentiment d'épuisement. Les effets déprimants d'une vie monotone, auxquels s'ajoutaient quelques légers symptômes de dyspepsie. Je cite ici les termes utilisés par mon médecin, un homme réputé que j'ai sollicité à ce sujet et qui m'assure noir sur blanc que c'est là tout le diagnostic que requiert vraiment mon état de santé actuel. Les circonstances du meurtre, peu à peu mises au jour, enflammaient toujours plus l'esprit du public. Mais quant à moi, je faisais tout mon possible pour les ignorer et me tenir à l'écart de l'excitation générale. Je savais toutefois que l'assassin présumé avait été accusé de meurtre avec préméditation et incarcéré à la prison de Newgate en attendant son procès. Je savais aussi que ce procès avait été reporté à la session suivante de la Cour d'assises de Londres pour soupçon de partialité de l'opinion publique et pour accorder le temps nécessaire à la préparation de la défense. Il n'est pas improbable, quoique j'en doute en fait, que j'ai également su à quel moment approximativement aurait lieu la session à laquelle était reporté le procès. Mon salon, ma chambre et ma salle de bain se trouvent tous au même étage. Et la salle de bain n'est accessible que par la chambre. Il y a, c'est vrai, une porte dans cette salle de bain qui menait anciennement à l'escalier. Mais lors de travaux remontant à bien des années déjà, ma baignoire a été installée en partie devant cette porte. Et à la même époque, dans le cadre de ces mêmes aménagements, la porte a été condamnée et tapissée. Un soir, très tard, j'étais dans ma chambre, occupée à donner des directives à mon valet avant qu'il aille se coucher. Je faisais face à la seule porte communiquant avec la salle de bain, qui était fermée et à laquelle mon valet tournait le dos. Alors que je lui parlais, je vis la porte s'ouvrir. Un homme passa la tête et me fit un signe aussi éloquent que mystérieux. C'était l'homme au teint cireux qui pourchassait l'autre le long de Piccadilly Avenue. Immédiatement après m'avoir fait signe, l'apparition disparut en refermant la porte sur elle. En deux enjambées, je traversai la chambre, ouvris la porte de la salle de bain et examinai les lieux à la lumière de la chandelle que j'avais alors en main. Tout au fond de moi, j'aurais été surpris d'y trouver un signe de vie, et en effet la pièce était vide. Conscient de la stupéfaction de mon valet derrière moi, je me tournai vers lui en lui disant « Derrick, vous ne le croirez pas, mais je viens de voir de mes propres yeux un... » Et comme à cet instant je lui posai la main sur le cœur, il tressaillit et se mit à trembler de tous ses membres en disant « Oh pardon, monsieur, oui, un mort qui vous faisait signe. » Il se trouve que ce John Derrick me sert de valet fidèle et dévoué depuis plus de 20 ans, et je doute fort qu'il ait perçu quoi que ce soit ou qui que ce soit avant que je ne le touche. Le changement qui survint en lui à ce moment précis fut si extraordinaire que je suis convaincue que c'est moi qui, de quelque manière occulte, lui ai transmis cette impression. Je lui demandai de m'apporter une bouteille de cognac, lui en servis un petit verre et ne fus pas mécontent de pouvoir moi aussi m'en verser un. Je gardai le silence sur tout ce qui avait précédé les événements de cette nuit-là. En y repensant, j'étais sûr et certain que je n'avais jamais vu ce visage auparavant, à la seule exception de l'épisode de Piccadilly. En comparant l'expression de l'homme qui m'avait fait signe depuis la porte de ma chambre avec celle qu'il avait lorsqu'il avait levé les yeux vers ma fenêtre, j'en vins à la conclusion qu'il avait tout d'abord voulu fixer son visage dans ma mémoire pour être bien sûr que je le reconnaîtrais ensuite instantanément. Je passais une nuit agitée, même si j'étais certain, sans bien savoir pourquoi, que l'apparition ne reviendrait pas. Au petit jour, je sombrais dans un profond sommeil dont me tira John Derrick en s'approchant de mon lit pour m'apporter un document. Celui-ci avait, semble-t-il, provoqué une altercation à la porte entre le messager et lui. C'était une convocation à siéger comme juré lors de la prochaine session de la cour d'assises de Lord Bailey. Jamais encore je n'avais été assigné à siéger comme juré. John Derrick le savait bien et il pensait, je ne sais toujours pas s'il avait raison en cela ou non, que ce type de juré était en principe désigné parmi des gens moins distingués que moi, de sorte qu'il avait tout d'abord refusé de transmettre cette convocation. Le messager avait pris la chose très froidement, disant qu'il se moquait bien de savoir si je siégerais ou non. Il n'était là que pour apporter la convocation et je pouvais en faire ce que je voudrais à mes risques et périls, cela ne le concernait pas. Pendant un jour ou deux, je ne sus si je devais accepter cette convocation ou ne pas y donner suite. Rien à ce que je sache, aucun préjugé, aucune influence, aucune attirance mystérieuse ne me faisait incliner dans un sens plutôt que dans l'autre. De cela je suis absolument certain, comme de tout ce que je raconte ici. En fin de compte, je décidai d'aller au procès, juste pour rompre la monotonie de mon existence. La matinée fixée pour la comparution était une matinée de novembre au froid piquant.
Le brouillard dense et brun qui enveloppait Piccadilly s'obscurcit encore et se fit affreusement oppressant une fois que j'eus passé Temple Bar en direction de l'est, mais je découvris que les couloirs et les escaliers du tribunal étaient éclairés par un flamboiement de lumière au gaz, de même que la salle d'audience. J'ai l'impression que, jusqu'au moment où des policiers me firent entrer dans cette célèbre salle de tribunal et que je vis le monde qui s'y pressait, j'ignorais que le meurtrier allait être jugé ce jour-là. J'ai l'impression que, jusqu'à ce que l'on m'aide ainsi à me frayer péniblement un chemin dans la célèbre salle de tribunal, j'ignorais à laquelle des 2 audiences du jour j'étais convoqué. Mais il ne faudrait pas prendre cela pour des affirmations catégoriques, car sur aucun de ces 2 points je ne suis pleinement convaincu. Je pris place dans le box des jurés et observai la salle du mieux que je pus à travers le lourd brouillard auquel se mêlait la respiration du public. Je vis dehors une brume noire qui semblait tendre un rideau opaque en travers des hautes fenêtres. J'entendis les bruits de roues, assourdis par le mélange de paille et de sciure de bois répandus sur la chaussée. J'entendis aussi la rumeur des badauds attroupés, que perçait de temps à autre le bruit strident d'un sifflet ou le son plus vigoureux d'un chant ou d'une acclamation. Bientôt les juges, au nombre de 2, entrèrent et prirent place. Dans la salle, le brouhaha fit place à un silence glaçant. On donna l'ordre d'amener le meurtrier à la barre, ce qui fut fait, et, à cet instant même, je reconnus le premier des 2 hommes que j'avais vu courir le long de Piccadilly. Si l'on avait appelé mon nom à ce moment-là, je doute que j'eusse été capable d'articuler un son. Mais 6 ou 8 membres du jury furent appelés avant moi, après quoi je fus en mesure de répondre « présent ». C'est à ce stade que se présentent les faits troublants. Au moment où je prenais place, le prisonnier, qui regardait la scène avec attention mais sans manifester d'inquiétude, devint soudain très nerveux et fit signe à son avocat. Comme le prisonnier voulait très clairement récuser ma présence, il y eut une pause, durant laquelle l'avocat, la main sur le banc des accusés, murmura quelque chose à l'oreille de son client, puis hocha la tête. J'appris plus tard de la bouche de l'avocat lui-même que le prisonnier lui avait alors dit sur un ton paniqué « Il faut à tout prix récuser ce juré ». Mais comme il refusait de dire pourquoi, et qu'il était bien forcé d'admettre que c'est en l'entendant prononcer qu'il avait appris mon nom, rien ne fut fait en ce sens. Parce que je tiens, comme je l'ai déjà dit, à éviter de réveiller le souvenir malsain de ce meurtrier, et aussi parce qu'un récit détaillé de ce long procès ne serait d'aucune utilité particulière pour mon histoire, je m'en tiendrai strictement aux incidents en lien direct avec ma propre expérience fort troublante de ces 10 jours et 10 nuits que dura la comparution. C'est à cette expérience, et non à celle du meurtrier, que je veux intéresser le lecteur. C'est à celle-ci, et non à un épisode des chroniques pénitentiaires de Newgate, que je veux qu'il prête attention. Je fus désigné comme premier juré. Au matin du 2e jour de procès, après avoir entendu 2 heures de déposition, si je me fie aux cloches que j'entendis sonner dans la ville, je réalisai en jetant un regard sur notre assemblée que j'étais, bizarrement, incapable de compter les jurés. Effleurant le bras du juré assis juste à côté de moi, je lui demandai à voix basse « Auriez-vous l'obligeance de compter les jurés présents ?» Il eut l'air surpris par ma demande, mais tourna la tête et se mit à compter. « Mais, fit-il brusquement, nous sommes très... Non, c'est impossible. Mais non, nous sommes 12. Selon mes décomptes ce jour-là, nous étions toujours le bon nombre pris un à un, mais lorsque l'on recomptait l'ensemble des présents, il y en avait toujours un de plus. Aucune vision, aucune apparition ne permettait d'expliquer cela, mais le pressentiment montait en moi que l'apparition allait à coup sûr se présenter. Les jurés étaient logés à la London Tavern. Nous dormions tous dans une vaste pièce sur des tables placées côte à côte sous la surveillance continue d'un policier sous serment chargé de nous garder au secret. Je n'ai aucune raison de cacher le véritable nom de ce policier, car il était intelligent, aussi courtois que serviable et, comme je fus heureux de l'apprendre, très respecté dans la City. Il était de compagnie agréable, avait le regard pénétrant, une impressionnante moustache noire et une belle voix puissante. Il s'appelait Harker. Le soir, en regagnant nos 12 lits, nous avions l'habitude de tirer celui de Mr. Harker en travers de la porte. La 2e nuit, n'ayant pas sommeil et voyant Mr. Harker assis sur son lit, je vins le rejoindre et lui offris une pincée de tabac à priser. En se servant, il toucha la main dans laquelle je tenais la blague, fut parcouru d'un frisson étrange et dit « Qui va là ?» En suivant son regard vers le fond de la pièce, je vis à nouveau l'apparition à laquelle je m'attendais, celle du second des 2 hommes que j'avais vus se pourchasser sur Piccadilly.
Je me levai et fis quelques pas dans sa direction, puis m'arrêtai et me tournai vers Mr. Harker. Mais celui-ci se mit à rire et dit sur un ton léger et parfaitement détaché « J'ai cru un instant que nous avions un 13e juré, qui cherchait un lit, mais je vois que c'était un reflet projeté par la lune. » Sans rien révéler à Mr. Harker, je l'invitai à faire quelques pas avec moi vers le fond de la pièce pour pouvoir surveiller ce que faisait l'apparition. Celle-ci alla se placer quelques instants au bord du lit de chacun des 11 autres jurés, à la hauteur de son visage, et toujours du côté droit du lit, qu'elle contournait ensuite par le pied pour s'approcher du lit suivant. D'après ses mouvements de tête, elle semblait se contenter de regarder pensivement chacun des jurés endormis. Elle ne regarda ni vers moi ni vers mon lit, placé à côté de celui de Mr. Harker. Finalement, elle parut s'évaporer à travers une haute fenêtre par où entrait le clair de lune, comme si elle avait gravi un escalier jeté à travers les airs. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il s'avéra que tous ceux qui étaient là, à l'exception de moi-même et de Mr. Harker, avaient rêvé cette nuit-là de l'homme assassiné. Je savais maintenant, avec autant de certitude que s'il était venu m'en apporter le témoignage direct, que c'était ce trucidé, si je puis dire, que j'avais vu poursuivre l'autre le long de Piccadilly Avenue. Mais en fait, son témoignage direct me fut bel et bien apporté dans des circonstances totalement inattendues. Au 5e jour du procès, alors que l'on arrivait à la fin de l'accusation, on produisit comme pièce à conviction un portrait en miniature de la victime qui avait disparu de sa chambre. On en avait constaté la disparition au moment de la découverte du crime et on l'avait retrouvé dissimulé à un endroit où le meurtrier avait été vu occupé à creuser. Le témoin dont on entendait alors la déposition ayant formellement reconnu cette preuve, on fit circuler le portrait sur le banc des magistrats avant qu'il ne redescende pour examen parmi les membres du jury. Comme l'un des assesseurs en toge noire se dirigeait vers moi, je vis la silhouette de l'homme qui pourchassait l'autre à Piccadilly bondir subitement de la foule, arracher la miniature des mains de l'assesseur et me la remettre de ses propres mains en disant d'une voix sourde et caverneuse avant que je puisse ouvrir le médaillon pour voir le portrait. « J'étais encore jeune, mon visage ne s'était pas encore vidé de tout son sang. » La silhouette s'insinua alors entre moi et le juré à qui j'allais faire passer la miniature, puis entre celui-ci et le juré auquel il aurait pu à son tour la faire passer, et ainsi de suite à travers toute l'assemblée des jurés jusqu'à ce que le portrait me revienne en main. Aucun des jurés, cependant, ne décela quoi que ce soit. À table, et plus généralement lorsque nous étions sous la surveillance de Mr. Harker, nous avions bien sûr, depuis le début du procès, débattu longuement des audiences de chaque journée. En ce 5e jour, comme le réquisitoire était clos et que nous avions fait tout le tour de cette question dans ses moindres détails, nos débats furent plus graves et plus houleux. Il y avait parmi nous un membre du conseil paroissial, le plus parfait imbécile que j'ai jamais vu en liberté, qui opposait à toutes les preuves parfaitement irréfutables les objections les plus ridicules, soutenues en cela par 2 ventres mous vivant au crochet de la paroisse. Tous 3 représentaient une institution tellement rongée par des passions fiévreuses qu'ils auraient eux-mêmes dû comparaître en procès pour 500 meurtres. Juste comme ces idiots mal intentionnés débattaient de la manière la plus virulente aux alentours de minuit, à l'heure où certains d'entre nous se préparaient à se coucher, je vis à nouveau l'homme assassiné. Il se tenait derrière eux et me faisait signe, l'air sombre. À l'instant même où je m'approchais pour me mêler à la conversation, il disparut. Ce fut le début d'une série de différentes apparitions confinées à cette longue pièce dans laquelle nous étions nous-mêmes confinés. Chaque fois qu'un petit groupe de mes compagnons jurés tombait d'accord, je voyais parmi eux la tête de l'homme assassiné. Chaque fois que les notes de séance qu'il comparait allaient contre lui, il me lançait des signes solennels et impérieux. Il faut se souvenir que, jusqu'à ce que l'on produise la miniature comme pièce à conviction, au 5e jour du procès, je n'avais jamais vu l'apparition dans la salle d'audience. Mais à présent que nous abordions la phase de la défense, 3 changements se produisirent. Pour ce qui est des 2 premiers changements, tout d'abord, la silhouette était maintenant continuellement présente lors des audiences, mais elle s'adressait invariablement à la personne qui avait la parole, jamais à moi. Par exemple, la victime ayant été égorgée d'un coup tranchant, l'avocat chargé de la défense s'employa d'abord à suggérer que le défunt s'était lui-même tranché la gorge.
À cet instant précis, l'apparition dont on voyait le cou, jusque-là bien caché, atrocement tailladé, survint aux côtés de celui qui parlait et fit de grands mouvements en travers de sa tranchée de la main droite, puis de sa trachée de la main droite, puis de la main gauche, pour montrer qu'il était impossible de s'infliger à soi-même ce type de blessure, quelle que soit la manière de s'y prendre. Un autre exemple. Une femme vint témoigner sur la moralité de l'accusé et assura dans sa déposition que c'était la personne la plus charmante au monde. À cet instant, l'apparition se dressa sur le sol face à elle, la regardant droit dans les yeux et montrant du doigt le bras tendu, l'expression malveillante du prisonnier. Le troisième changement qu'il convient de mentionner est celui qui me parut le plus évident et le plus marquant de tous. Je ne veux en tirer aucune conclusion particulière et me contente juste de le mentionner, sans aller plus loin. Même si les gens auxquels elle s'adressait ne percevaient pas l'apparition, ils étaient systématiquement saisis de tremblements ou perdaient tous leurs moyens à son approche. J'avais l'impression que, en vertu de lois qui m'échappaient, la vision ne pouvait pleinement se révéler à personne d'autre qu'à moi, mais qu'elle pouvait venir troubler leur esprit de quelque manière invisible, silencieuse et mystérieuse. Lorsque l'avocat principal pour la défense formula son hypothèse d'un suicide et que l'apparition surgit à ses côtés en se tailladant violemment la gorge, tout le monde vit ce savant gentleman se mettre à bredouiller, perdre quelques instants le fil de son ingénieuse démonstration, s'éponger le front avec son mouchoir et devenir mortellement pâle. Lorsque la femme qui venait témoigner de la moralité de l'accusé fut confrontée à l'apparition, il ne fait aucun doute qu'elle suivit du regard la direction que cette dernière pointait du doigt, et s'arrêta confuse et désorientée pour dévisager longuement le prisonnier. 2 derniers exemples, enfin. Au 8e jour du procès, après la pause que nous faisions tous les jours en début d'après-midi pour nous détendre un peu en buvant une tasse de thé, je revins dans la salle d'audience en compagnie des autres jurés, quelques minutes avant le retour des juges. Ayant jeté un coup d'œil autour de moi depuis le box des jurés, je crus tout d'abord que la vision n'était pas là. Jusqu'à ce que, levant les yeux par hasard en direction de la galerie, je la vois se pencher en avant, s'appuyant sur l'épaule d'une dame très respectable, comme pour vérifier si les juges avaient ou non repris leur place. À ce même instant, la dame poussa un cri et perdit connaissance, et il fallut l'évacuer de la salle. Le même phénomène se reproduisit avec le juge qui conduisait le procès, un homme respectable, subtil et patient. À la fin de toutes les audiences, alors qu'il s'installait avec ses documents pour en synthétiser les conclusions, l'homme assassiné se glissa par l'entrée des magistrats, s'avança jusqu'au bureau du président du tribunal et, penché par-dessus son épaule, fixa avec grande curiosité les pages de notes que celui-ci était occupé à feuilleter. Le président s'immobilisa, le visage décomposé. Il fut parcouru de ce frisson caractéristique que je reconnais bien maintenant et balbutia. « Messieurs, veuillez m'excuser quelques instants, je manque d'air dans cette atmosphère confinée. » Il dut boire un verre d'eau pour se remettre. Ce furent 10 jours interminables, dont 6 s'écoulèrent avec la même monotonie. Les mêmes magistrats et hommes de loi se succédant sur l'estrade, le même meurtrier dans le box des accusés, les mêmes avocats à leur table, les mêmes questions et réponses aux mêmes intonations s'élevant dans les airs au-dessus de nous, les mêmes grattements de plumes du greffier, les mêmes allées et venues des huissiers, les mêmes lampes allumées à la même heure alors qu'il faisait encore jour dehors, le même rideau de brume voilant les hautes fenêtres lorsque la journée était brumeuse, le même clapotis de pluie lorsqu'il pleuvait, les mêmes empreintes de pas et les mêmes geôliers, le même prisonnier piétinant jour après jour, la même sciure, les mêmes clés verrouillant et déverrouillant les mêmes lourdes portes. Journée monotone, si épuisante qu'elle me donnait l'impression d'avoir présidé ce jury depuis des siècles, comme si Piccadilly avait prospéré à la même époque que Babylone. Et tout du long, l'image de l'homme assassiné se dessinait devant mes yeux avec la même précision, aussi précisément que je voyais les vivants autour de moi. Mais je dois ajouter que pas une seule fois je ne vis l'apparition de celui que je nomme le trucidé, regarder le meurtrier. Je passais mon temps à me demander « Mais pourquoi ne regarde-t-il pas le meurtrier ?» Mais non, jamais il ne le regarda. Moi non plus, il ne m'avait pas regardé une seule fois depuis que la miniature avait été exhibée, et ce jusqu'aux toutes dernières minutes du procès. 7 minutes exactement avant 10 heures du soir. Nous nous retirâmes pour délibérer. Cet idiot de conseiller paroissial, flanqué de ses 2 acolytes picassiettes, soulevait tellement d'obstructions que par 2 fois nous dûmes retourner en salle d'audience pour demander au président du tribunal de nous relire certains passages de ses notes.
Aucun des 9 autres jurés, ni je pense aucun des magistrats n'avait de doute sur ces passages-là. Mais c'est justement pour cette raison que notre trio de crétins, qui ne cherchait qu'à faire barrage à la justice, s'acharnait à les contester. Nous finîmes par l'emporter et à minuit moins 10, le jury entra à nouveau dans le tribunal. Le trucidé se trouvait à ce moment-là exactement face au box des jurés, de l'autre côté de la salle. Au moment où je prenais place, il me regarda fixement et attentivement. Il semblait satisfait. Se saisissant d'un grand voile qu'il tenait pour la première fois sur son bras, il le déplia lentement au-dessus de sa tête, et de toute sa personne, je rendis notre verdict. Je rendis notre verdict. Coupable. À ce moment-là, le voile tomba sur le sol. La forme avait disparu, l'endroit était vide. Selon l'usage, le juge demanda au meurtrier s'il avait une déclaration à faire avant que soit prononcée sa condamnation à mort. Celui-ci murmura quelque chose d'incompréhensible que les principaux journaux décrivirent le lendemain comme quelques mots décousus, incohérents et presque inaudibles, auxquels on crut saisir qu'il se plaignait de ne pas avoir eu un procès équitable car le président du jury était contre lui. En réalité, l'incroyable déclaration qu'il fit était celle-ci. « Votre honneur, je savais que j'étais condamné. Depuis la minute où le premier juré est entré dans le box, je savais qu'il ne me laisserait aucune chance. Votre honneur. Parce que, avant mon arrestation, il s'est introduit mystérieusement jusqu'à mon lit pendant que je dormais, m'a réveillé et m'a passé une corde autour du cou. » Mais oui, je l'avais déjà lu, je me rappelle maintenant. Et c'est peut-être pour cela aussi que j'ai parlé de Badinter. Robert Badinter. Voilà un juriste, un homme et un juriste pour lequel j'ai énormément de respect et d'admiration aussi. Ils ne sont pas si nombreux pour pouvoir le dire. Gisèle Halimi aussi d'ailleurs. Je suis loin d'être toute seule ici. Et je vais laisser la place parce qu'il y a des personnes, pas des personnes, mais qui ont besoin de profiter ici. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Beaucoup de douceur, beaucoup de calme, beaucoup d'amour. Non, c'est pas le moment pour parler de ça. Je suis trop fatiguée aujourd'hui. Oui, j'ai une grande fatigue physique qui fait que vous allez vous dire mais c'est tout le temps, elle est tout le temps fatiguée. Je n'arrive pas à parler à bien fixer mes pensées et à les exprimer clairement surtout. Ma réflexion sur... Et puis c'est peut-être pas le... C'est plutôt à mes amis que je dois en parler, j'imagine. Je vous remercie beaucoup encore une fois et je vous souhaite une belle nuit. Faites de beaux rêves. Je vous souhaite des moments joyeux aussi et prenez soin de vous surtout. À très bientôt. Merci encore.